Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être si nombreux et bien présents pour cette conférence inaugurale. Le démarrage et l'inauguration est maintenant imminente, donc si vous souhaitez y assister, eh bien, je vous incite à vous installer confortablement, à prendre place. Conférence d'ouverture dans quelques instants. Ladies and gentlemen, please let me remind you that now, in a few seconds right now, we'll start our opening conference. If you don't speak French, please pick up an headphone when entering this zone. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que la conférence sera eh bien, à la fois en français mais aussi en anglais. Donc si vous ne pratiquez pas eh bien, l'anglais parfaitement, n'hésitez pas à vous munir d'un casque de traduction. Merci. Démarrage dans quelques instants eh bien, du premier temps fort de cette belle eh bien, édition de la SITL Europe. À tout de suite. Competitiveness, growth, European sovereignty, logistics at the heart of all issues. It's now time in a few seconds to start over our opening conference. So please, ladies and gentlemen, have a seat for the beginning of the first key events of this SITL Europe edition. Thank you for your attention. Bien, mais... Bien, mais mesdames et messieurs, nos intervenants sont au complet. Vous êtes également bien, nombreux à nous avoir rejoints ici même sur la scène centrale de la SITL. Notre cérémonie d'ouverture va pouvoir bien, commencer. Inauguration officielle dans quelques secondes. Alain Bagnot, le président de la SITL, est avec nous. Bonjour Alain, tout va bien? Bien, bonjour à tous. Alors nous allons... avant l'ouverture de la conférence, procéder à une coupure de ruban symbolique. C'est l'inauguration, c'est traditionnel et nous allons le faire tout de suite. Alors tout de suite, et je propose voilà, à tous nos... On accueille également eh bien, France Burnand ici sur la scène. Voilà, mesdames et messieurs, eh bien, les officiels, mesdames et messieurs, les élus, mesdames et messieurs, les présidents, directeurs généraux, venez vite nous rejoindre au centre. Inauguration officielle de cette édition. Monsieur Wilson, bien ça, oui. Voilà. Alain, si vous avez besoin de vos mains pour les paires de ciseaux, je récupère votre micro. Le moment est important, mesdames et messieurs, à vos téléphones. Alors n'hésitez pas à tweeter sur le hashtag de cette édition, c'est pas compliqué, SITL ou SITL Europe. Donc à vos appareils photos, vos commentaires, vos réactions sur le tweet et le hashtag officiel. Ladies and gentlemen, don't hesitate to tweet out the pictures of this official ceremony on the official hashtag SITL or SITL Europe whenever. So
Inauguration officielle, voilà, un moment important. Mesdames et messieurs, les officiels, les élus, les présidents, directeurs généraux, à vos ciseaux, hein, il ne faut pas laisser partir le morceau de ruban. C'est parti, important. Voilà, allez, encore une photo, un moment important. Voilà, je vous rappelle également que tous les temps forts de la SITL sur cette scène centrale sont enregistrés. Vous pourrez les retrouver en replay sur le site officiel. Je crois qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs, ça va nous mettre en forme en plus. Mesdames et messieurs, nos intervenants, c'est la cérémonie officielle, l'ouverture. Merci mesdames et messieurs les officiels, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux. Alors on vous avait promis une conférence d'ouverture king size. Vous avez vu le pédigré de nos intervenants. Je vais dans quelques instants maintenant laisser la parole Jean-Marc Vittori. Jean-Marc, merci d'avoir accepté d'animer ces débats. Mais avant, Alain Bagnot, rapprochez-vous peut-être de la scène. On va couper la musique pour le coup et laisser tout de suite la parole. Alain, vous êtes prêts? Allez, mesdames et messieurs, on va faire plus formel. Je vous demande d'accueillir Alain Bagnot, le président de la SITL, sous vos applaudissements chaleureux, mesdames et messieurs. Alain Bagnot. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais être très court parce que je vais laisser la parole évidemment à nos intervenants de très grande qualité ce matin. Je voudrais les remercier au nom de RID Exposition et de la SITL pour leur participation à cette séance d'ouverture. C'est la 35e édition. Alors, je crois que j'ai connu la première, je n'ose même pas y penser. Mais ce que j'ai vu, c'est en 35 ans, c'est très long. J'ai vu une vraie révolution dans ce marché du transport et de la logistique. Vous aurez l'occasion de faire le tour de ce salon. Vous verrez beaucoup d'innovations, innovation technologique, innovation de services. Vous avez un Startup Lab, 23 startups qui sont ici rassemblées à l'entrée du salon. Vous avez un Smart Hub, une sorte de méga démonstrateur avec 30 sociétés qui vous présenteront des innovations, toujours. Vous avez le prix de l'innovation demain soir. Ici, cette conférence. Notez dans vos agendas 18 heures, vraiment important, c'est un temps fort. Notez déjà 18 heures, ne ratez sous aucun prétexte ce temps fort. 18 heures dans cette même salle. Un autre prix, vendredi, 12 heures, dans cette même salle, la remise des prix du Startup Contest. Donc effectivement, nos 20 ou 25 ou 23 startups ont concouru et 8 d'entre elles vont venir pitcher et seront donc évalués par un jury de professionnels. Nous devions ce matin accueillir Madame Borne, notre ministre. Alors vous connaissez son emploi du temps et son agenda chargé cette semaine. Je pense qu'elle sera là. Alors Damien Pichereau pourra éventuellement nous le confirmer. Alors elle sera là d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que normalement, nous l'accueillerons vendredi à 12h, et d'ailleurs au moment de la remise des prix, du Startup Contest, et je trouve ça très symbolique et très positif, puisque c'est une façon évidemment de valoriser, d'apporter une attention particulière à toute l'innovation dans notre marché. Si elle n'est pas là physiquement, elle le sera par vidéo. Voilà, d'une façon ou d'une autre, elle ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Les circonstances en ont décidé un peu autrement. Bien, je vous rappelle très vite les temps forts de ces 4 jours, notre séance d'ouverture, pour commencer. Ensuite, dans la foulée, je dirais 15 minutes de battement, le président d'Amazon France et Franck Journeau qui animeront pendant 1 heure, qui s'entretiendront devant vous pendant 1 heure. Cet après-midi, un temps fort. Un petit conseil sur ce temps fort-là, il y a énormément d'inscrits, donc n'allez pas trop vous égarer. Si vous voulez assister à ce deuxième temps fort, soyez vraiment à l'heure, parce qu'ensuite on ne garantit plus les places assises. 4 temps forts cette semaine. Un temps fort France-Allemagne, c'est cet après-midi dans cette même salle.
à 14 h. Un temps fort digital demain également dans cette même salle. Il y a aussi beaucoup d'inscrits sur cette thématique digitale. Un temps fort région. Vous verrez, il y a plusieurs grandes régions qui sont présentes ici. Et d'ailleurs, nous avons fait un petit document. Enfin, certaines d'entre elles ont voulu concrétiser leur avance, enfin leur réflexion dans le domaine transport et logistique. Ça a donné lieu à un document qui va être diffusé dès la fin de cette semaine. Et puis un temps fort, ressources humaines, emploi, profil recherché par les entreprises, c'est vendredi midi et après-midi. Voilà, il y a beaucoup d'autres événements. Vous avez des programmes détaillés qui vous donnent le déroulé par jour, les conférences, les ateliers. Je vous rappelle et je vous conseille d'aller voir le Smart Hub, d'aller voir également le circuit électrique. Alors c'est encore un espace de démonstration nouveau qui se trouve dans cette direction, démonstration de véhicules électriques. Voilà, c'est à voir, il y a beaucoup de monde, ça a beaucoup progressé depuis la dernière session. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je remercie tous nos intervenants. L'animation sera faite par Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Madame Marie-Christine Lombard, présidente du groupe Géodis. Monsieur Malcolm Wilson, président de XPO Europe. Monsieur Luc Nendal, président de GEFCO. Denis Schumer, président de l'AUTF. L'AUTF, c'est l'association des utilisateurs de transport de fret. Il représente les clients, en quelque sorte, les chargeurs. Et puis Damien Pichereau, député en charge d'un certain nombre de grands dossiers dans le secteur transport et mobilité. Eh bien, merci. Mesdames et messieurs, Alain Bagnot, quand même, tout d'abord, le président, la SITL. Merci Alain pour tout ce que vous faites pour notre industrie et notre profession. Jean-Marc Vittori, le micro est à vous. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul accident arrive et c'est l'itinéraire de millions de personnes, de centaines de milliers d'entreprises qui peut être modifié à cause de cet accident. Hier, quelque part en Arizona, une voiture a causé un accident mortel. Ça arrive tous les jours. Sauf que cette voiture était une voiture dite autonome et que déjà, le promoteur de cette voiture a annoncé qu'il revoyait son programme et que peut-être l'itinéraire, peut-être l'avenir du transport sera un peu différent, se passera un calendrier différent de celui qu'on pouvait avoir imaginé. En même temps, pour reprendre une expression à laquelle on n'échappe pas aujourd'hui, en même temps, on est dans un monde qui va plutôt bien, avec une économie mondiale qui accélère. On approche les 4% cette année, on devrait être au même rythme l'an prochain. Et peut-être encore plus important pour le transport et la logistique, le commerce mondial repart plus vite que l'activité, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans, depuis la crise financière. Le transport, la mondialisation des échanges ces dernières années avait été moins vite que la production. Là, à nouveau, le rythme s'accélère. Et en même temps, le métier change comme jamais. Je veux parler évidemment de la révolution numérique. J'ai été frappé la semaine dernière de voir un associé du BCG qui a travaillé sur la révolution numérique dans tous les secteurs et qui en arrive à la conclusion suivante. OK, ça a commencé dans la musique et les médias, et ça je peux en témoigner. Ensuite, on a tendance à penser que le secteur où la révolution numérique frappe le plus fort, c'est la banque avec les fintech, ou bien c'est le commerce, et notamment le commerce de détail. Et cet associé dit, eh bien non, le transport qui est aujourd'hui le plus profondément modifié en profondeur par cette révolution numérique, par tous les aspects que comporte cette révolution, c'est le transport et la logistique. Alors, nous allons maintenant écouter des acteurs majeurs du secteur pour savoir ce qu'ils ont en tête, leurs grands dossiers, leurs grands sujets. 5 acteurs clés pour caricaturer, pour schématiser plutôt, je dirais 3 transporteurs, un chargeur et un décideur politique. Et je vais poser à chacun d'entre eux une première question très simple, qui est celle qu'on se pose quand on se rencontre, c'est comment ça va ?
Comment ça va dans votre entreprise? Comment voyez-vous cette année? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes à moins 5 ou plus 10? Et puis, quel est le sujet majeur qui va vous préoccuper dans les mois à venir? Je vais commencer par Marie-Christine Lombard. Donc, Alain a déjà fait les présentations. Donc, Géodis, Géant français de la logistique, qui a plus de 40 000 salariés. Comment ça va? Le point clé de l'année. Alors, 2017, j'imagine. Très vite. Hein. Alors, non, 2018. Comment vous voyez? 2018. Non, bon. on se projette. Alors, 2018, bon, ça commence pas mal. Donc, la croissance, comme vous l'avez dit, sur le commerce international porte nos activités internationales, logiquement, de freight forwarding et de logistique contractuelle, comme les clients ont tendance de plus en plus à externaliser une partie de leur supply chain. Donc, on est plutôt, on va dire, content du début de l'année et on pense que ça va se poursuivre. Maintenant, vous savez, dans ce métier, vous avez des à-coups, vous n'êtes jamais sûr de rien. Donc, pour l'instant, feu vert. Et le sujet qui vous préoccupe cette année? Il y en a beaucoup. Oui, le sujet, choisissez. C'est le pricing sur tout ce qui est maritime, par exemple, parce que c'est vrai qu'on voit une très forte volatilité des taux maritimes avec des difficultés à passer ces taux aux clients. Donc, d'une manière générale, le pricing est toujours un sujet. Et effectivement, vous l'avez dit, la digitalisation croissante de nos métiers. Donc, il faut être constamment à la pointe. Voilà. Merci. Malcolm Wilson, you are CEO of XPO Europe. So you have 45,000 employees in Europe, 13,000 in France. So same question for you. How are you? How is your company? And what's your key topic for this year? Okay, so first and foremost, our year is starting very, very well. It's going to be another year, this year, 2018, where we will achieve, I think, double digit of organic growth across our European base. Most pleasingly, we are seeing a very strong economy in France. We are really looking forward to the year ahead in our French business. I would say across all of our activities, our supply chain, warehousing activities, our transportation, we're feeling very, very confident for the 2018 year. And what is the key topic for you this year? In fact, two key topics. First is close to home. You know, here in Paris region, Île-de-France, we see a real tightening of the labour market across all of our business. Unusually, all European territory is really running very, very well. The economy is working very, very well. But particularly here in France, not so much regional, but particularly for Paris region, Île-de-France, it's quite tight labour, and it means we are having to be inventive in our programs to attract the right talent into our business. But probably the biggest impact that we are seeing is, as you already mentioned, it's the technology move. Technology is driving our industry, and particularly in XPO, it's driving our growth. It's really, it's something really very special, I think, that we're going to see even more evolution in 2018. Luc Nadal, donc président du directoire de GEFCO, vous vous livrez à une course infernale ici avec Malcolm, comme vous avez pu le voir à l'entrée, hein, puisqu'il y a deux gros stands qui sont juste l'un à côté de l'autre, en bas de l'escalier qui mène ici, qui sont celui de XPO et celui de GEFCO. Comment voyez-vous l'année 2018? Quel est votre sujet majeur? Après une croissance organique de 8% en 2017, moi je pense qu'on devrait atteindre les 2 digits, tangenter les 2 digits en 2018. Donc quand l'économie va bien, tout va bien. On risque peut-être d'avoir un léger refroidissement dans les prochains mois du fait d'une particularité française, mais on y reviendra peut-être avec la SNCF et le fret à la SNCF. Non, mais 2018 va être une très très bonne année en Europe. En termes de préoccupation, moi j'en ai 3. La première de long terme, c'est l'innovation. Comme Malcolm le dit, et Marie-Christine également, la digitalisation et les innovations technologiques sont les grands drivers de notre futur. Le platooning, le camion automatique sur des grands axes me paraît des technologies sur lesquelles il va falloir se pencher assez rapidement. La deuxième préoccupation, c'est le facteur humain. L'Europe connaît d'importantes tensions du côté de l'emploi. Alors on a une situation paradoxale en France avec très très peu de chômage
des jeunes formés et un énorme chômage des jeunes qui ne sont pas formés. Et cette tension, y compris dans nos métiers, qui sont souvent vus par l'extérieur comme des métiers de main-d'œuvre, ce qui, à mon sens, est erroné. Nous ressentons cette tension, ça sera un vrai problème. Et puis ma troisième préoccupation, c'est le transport ferroviaire de marchandises. Vous savez que GEFCO transporte presque 40% des véhicules par mode ferroviaire. Et donc, bien que je sois le deuxième client de Fret SNCF, je n'ai pas eu l'honneur d'être interviewé par les conseillers des ministres. Mais moi, j'ai un message à faire passer. C'est VFLI, filiale du groupe SNCF, est profitable. Europort, filiale d'Eurotunnel, est profitable. Il suffit que la SNCF suive cet exemple-là et nous serons tous extrêmement heureux de pouvoir charger les trains. Merci. Alors, Denis Schumer, vous êtes l'homme qui pèse le plus lourd à cette table, puisque vous représentez les clients. Et donc, est-ce que vous voyez une année 2018 plutôt bien du côté de vos clients, et donc avec beaucoup de commandes ou non pour le transport, et le sujet clé, alors là, en tant que client sur le secteur? Écoutez, si les prestataires qui sont autour de cette table vous ont dit qu'ils voyaient une année très favorable pour 2018, c'est qu'ils ont entendu leurs clients dire « ça va bien aller pour nous et on compte sur vous pour nous accompagner ». Donc oui, en France comme en Europe de l'Ouest notamment, la poussée économique va se faire sentir, et il est vraisemblable que les flux de transport dans tous les domaines et sur tous les modes vont largement dépasser les 2% d'augmentation du PIB européen. Par contre, les préoccupations des chargeurs, des clients, des prestataires, ils sont de deux ordres. C'est la très forte contradiction entre le foisonnement de l'offre de services liés au numérique ou l'évolution de l'offre de services de leurs prestataires habituels, classiques, qui font peut-être reclasser la façon de concevoir l'appel à ces prestataires avec de nouveaux arrivants, des startups qui n'existaient pas il y a 3 ans et qui arrivent et qui prennent des parts de marché dans le domaine du tracking, du tracing, de la désintermédiation, de la plateforme de désintermédiation. Et comme l'ont dit les participants, la problématique de la ressource, de la capacité, comme on dit en anglais, capacité qui s'exerce dans tous les modes. Alors, surcapacité dans le domaine maritime, sur le transport de conteneurs qui se traduit par des problèmes de qualité de service, sous-capacité dans la route, on va en parler, sous-capacité dans l'aérien avec le problème des créneaux sur les principaux aéroports européens. C'est très perturbant. Merci. Donc, dernier intervenant, je ne vais pas vous demander comment ça va dans votre entreprise. Donc, vous êtes député La République En Marche de la Sarthe. Vous êtes tombé dans le transport quand vous étiez petit, hein, puisque votre père est chauffeur de car. Vous avez été commercial dans l'automobile avant de devenir député l'an dernier. Donc, la question qui est évidente pour vous, c'est quel est le projet qui vous tient le plus à cœur cette année, sachant que vous êtes très actif à l'Assemblée, évidemment, sur les questions de transport et logistique. Sur tout ce qui est question, effectivement, transport, mobilité, logistique. Il y a 2 projets qui me tiennent à cœur cette année. Le premier, c'est celui sur lequel je travaille depuis juillet dernier. C'est le paquet mobilité. On l'a dit, la croissance repart, l'économie va plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que cette croissance et que cette économie qui est florissante, on va dire de nouveau, profite à tous. Et là je vais être un petit peu chauvin, en particulier à nos transporteurs. Donc on a besoin aussi de renforcer les règles, en tout cas de les remettre à jour, parce que le transport a évolué, comme vous l'avez dit, les concurrents ont également évolué, donc il faut que les règles évoluent de nouveau. Donc on a en juin un conseil transport qui va être primordial et où j'espère qu'on arrivera à un accord, avec de préférence un maximum de points qui figuraient dans ma résolution européenne qui a été adoptée à l'Assemblée à la quasi-unanimité il y a une dizaine de jours, qui soit adopté par la Commission européenne et par le Parlement. Donc voilà, ça j'ai fonde beaucoup d'espoir sur ce point, comme nombreux de nos transporteurs, je le pense. Et le deuxième point, c'est la loi d'organisation des mobilités qui arrivera à la sortie de l'été aux dernières nouvelles.
où je me suis, pareil, battu depuis le départ pour que cette loi intègre pleinement le transport de marchandises, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup, et nombreux sont ceux ici qui me l'ont fait remarquer, de transport de personnes, alors que le transport de marchandises est primordial. Il ne faut pas l'oublier, sans transport de marchandises, on n'a pas d'économie, tout simplement. Donc je pense avoir été écouté, et j'espère que cette loi répondra à vos attentes. Merci. Donc, je vous laisse juste de savoir si le fait que des politiques s'intéressent au transport est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Plusieurs points à creuser qui sont apparus déjà dans vos premières interventions. Je voudrais qu'on évoque maintenant le numérique, l'humain qui est absolument clé dans le secteur. Et puis, plus largement, la réorganisation de la concurrence, les nouveaux acteurs, peut-être aussi une nouvelle géographie. Et donc, je voudrais commencer tout de suite par le numérique avec vous, Denis. Vous en avez déjà un peu parlé de cette révolution numérique. Qu'est-ce que vous attendez de vos fournisseurs en la matière? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour répondre à vos attentes? La capacité d'apporter des solutions qui permettent de taper dans les gisements de productivité qui existent dans toutes nos organisations. De notre côté, dans nos entrepôts, dans nos usines, dans nos chaînes logistiques, enfin dans la façon dont on pilote les chaînes logistiques, soit par nous-mêmes, soit en les sous-traitant, et dans la façon dont eux-mêmes s'organisent à l'intérieur de leur groupe, quand ce sont de grands groupes, et vous en avez autour de la table, ou en travaillant en collaboration avec des plus petites sociétés. On croit beaucoup à l'alliance entre le savoir-faire, l'intelligence des grands groupes et des grands systèmes, porté par bien sûr la numérisation. On entend parler beaucoup de blockchain, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Cette alliance avec le travail de terrain et la capacité à faire travailler correctement les petits opérateurs. Le monde du transport routier, notamment, mais pas que. Dans le transport aérien, il y a énormément d'intermédiaires, comme vous le savez. Le monde du transport routier est un monde très fragmenté. Il y a en France, en Europe de l'Ouest, en Europe en général, des capacités d'amélioration et d'optimisation de son efficience, de sa productivité. Et ça passe aussi chez nous par travailler sur la façon dont on reçoit l'information sur l'arrivée des marchandises. On ne fait pas attendre les camions, on les libère le plus vite possible. Nos clients les libèrent le plus vite possible. Là, les gisements de productivité sont très importants. L'autre domaine, c'est la désintermédiation. Le troisième domaine, ça, je laisserai les prestataires en parler parce qu'ils sont au cœur du sujet. Et le troisième domaine, c'est bien sûr tout ce qui concerne le tracking et tracing de l'information, c'est-à-dire la capacité à savoir ce qui se passe, non seulement où nos marchandises sont géolocalisées, quand est-ce qu'elles vont arriver chez le destinataire, nos clients ou l'autre site de notre groupe, mais également de l'information sur la capacité du transporteur à conserver l'intégralité de la marchandise, donc pas de vol, pas de choc, pas la température, la pression, tout ça, qui s'exerce dans les différents modes de façon très intense, sans qu'on voit comment les différents modes pourront rendre interopérables leur système de tracking et tracing, puisque les solutions en général sont plutôt modales, le ferroviaire d'un côté, le maritime d'un autre, la route d'un troisième. Et ça veut dire que dans ces longues chaînes de transport, ces chaînes de plus en plus longues, vous demandez aux prestataires qu'ils échangent davantage d'informations entre eux, c'est un point absolument clé? C'est-à-dire que les grands groupes sont capables de nous fournir des solutions intégrées type plateforme, tour de contrôle, en recueillant l'information. Il faut voir que cette information, ils la génèrent très bien et elle est exacte en général avec la technologie moderne quand il s'agit de leur propre flotte de transport, leurs propres moyens. Quand on commence à travailler au niveau de sous-traitance de rang 1, de rang 2, de rang 3, que ce soit dans le domaine ferroviaire, que ce soit dans le domaine routier, là, l'information est en partie biaisée par les interfaces humaines qui ont ressaisi l'information. Donc, elle est plus autant, disons, trustable, de confiance, que l'information générée par les flottes. Oui, donc on attend beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'informations fiabilisées, que ce soit donc pour les transactions, que ce soit pour l'intégrité de nos marchandises, et bien sûr aussi l'environnement. Luc, comment est-ce que vous abordez cette révolution numérique? Sur quoi vous focalisez votre attention? On a trois axes de travail. Le premier axe, c'est l'efficacité opérationnelle interne. C'est consacrer l'énergie humaine sur les actions à valeur ajoutée.
et réduire autant que possible le paperwork. Le deuxième axe, comme vient de nous le dire Denis, c'est l'échange d'informations entre prestataires. Effectivement, en Europe, il y a beaucoup de sous-traitance de différents rangs. Et sur cet axe-là, je pense que les technologies de blockchain peuvent nous aider. Alors, on a une difficulté dans nos métiers comparé à un acteur portuaire, par exemple, c'est que le nombre d'interlocuteurs est quasiment illimité. Et donc, tout l'enjeu sera d'avoir des dispositifs suffisamment ouverts pour pouvoir accueillir l'ensemble des transporteurs putatifs. Pas seulement les transporteurs habituels, mais également tous ceux que nous pouvons affréter. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est le remplissage des capacités. La digitalisation et les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'analyse de flux permet d'aller plus loin, toujours un petit peu plus loin, mais c'est toujours sur le même sujet, qui est le remplissage des capacités. Aujourd'hui, sur nos routes, beaucoup de vecteurs ne sont pas remplis autant que possible, et donc il faut qu'on arrive à utiliser ces capacités au profit de nos clients et de notre propre profitabilité. Donc ça veut dire mieux traiter mieux homogénéiser les données que vous avez, mieux les traiter, faire de l'optimisation de manière beaucoup plus intensive à partir des données que vous avez, que vous n'exploitez pas assez. Et puis aller dans des champs un petit peu disruptifs. Je pense que les plateformes de fret ont apporté quelque chose. Je pense que demain, de nouvelles technologies vont apporter d'autres choses en matière d'optimisation des remplissages. On voit maintenant des startups proposer des services tout à fait intéressants qui permettent quasiment d'intercepter un camion qui a encore quelques mètres de plancher pour faire un transport. Je pense qu'on s'intéresse tous au même sujet. C'est pour ça que nous sommes inscrits, on a signé ça hier avec un accélérateur de start-up pour identifier les bons partenaires et investir à leur côté sur ces technologies-là. Le véhicule autonome, c'est dans votre champ aussi ? Ça reste dans votre champ ? Le véhicule autonome est dans notre champ à plusieurs titres. D'abord parce qu'on est né dans l'automobile et qu'une fraction importante de notre activité est le transport d'automobile. Donc on regarde avec pas mal d'attention quelles seront les capacités des véhicules à se déplacer par eux-mêmes, plutôt que sur nos camions. On pense que sur les flux massifs, on aura toujours besoin d'opérateurs ferroviaires et routiers pour transporter les véhicules. En revanche, on pense que cette disruption va totalement modifier notre rapport à l'automobile. Nous ne posséderons plus nos automobiles et qu'il s'agira de rendre des services à des plateformes plutôt qu'à des constructeurs. Donc ça, ce sera au-delà de 2025-2030. Et puis le véhicule autonome, c'est également le camion autonome. Alors est-ce qu'il sera au gaz, est-ce qu'il sera à l'hydrogène, est-ce qu'il sera électrique ? Nous ne le savons pas encore. C'est encore une autre question. Mais je suis personnellement convaincu que sur les grands axes, on aura des camions autonomes, peut-être avec un chauffeur sur le camion de tête, et puis des camions suiveurs. Là, ça va véritablement dépendre de l'ouverture d'esprit des pouvoirs publics. Soit on est conservateur en disant il ne faut pas changer grand-chose pour que chacun puisse profiter de la croissance, ou bien on peut dire embrassons les nouvelles technologies, c'est ça qui va donner de la compétitivité en Europe versus d'autres continents. Moi, je suis convaincu qu'en matière de transport routier, nous verrons d'ici moins de 10 ans des camions autonomes sur les grands axes, des camions autonomes, des camions propres, avec des points relais. Et la dimension humaine restera essentielle pour toutes les opérations de distribution. Ce sera une autre approche du transport routier. Je pense que ça redonnera sa place aux pavillons nationaux, puisque la distribution, elle se fera de manière nationale. On peut très bien imaginer accueillir aux portes de Paris ou des grandes agglomérations, sur des grandes plateformes, des remorques qui auront été acheminées
par des camions autonomes et le relais sera pris par les transporteurs pour toutes les opérations terminales de distribution. En tout cas, c'est ce type de schéma que nous pensons pour le futur. Malcolm, what are your main digital projects? On which issues do you work? So in XPO, maybe people know that we are a huge investor. We are a very big investor of technology, $450 million of US dollars with an IT team of 1,700. It's really one of our core beliefs. Investment in technology for XPO is, we can think of 4 core areas. Innovation, it's coming about automation and robotics. We are using them more and more in our warehouses. It's big data. So, you know, over 100 scientists farming the data through all of our business. This helps us really to build the tools that help us do the planning in our warehouses and our transport systems. It's visibility, it's the customer experience. You know, when we imagine today we are living a digital environment, people want to see everything at the touch of a screen on your mobile phone. And finally, it's the freight marketplace, and I think pretty much in line with my colleagues, you know, it's the connecting of freight to trucks in the most efficient way. And for XPO, we are doing this now with the rollout of our US-based systems, Freight Optimizer. It's really going to change dramatically our transportation activities here in Europe. Marie-Christine spoke about the difficulty of making a good price. How digital tools can help? Yeah, digital tools in our business, you know, we can run, I mentioned about big data, so that's really the advanced algorithms that really enable you to see very precisely the capacities of different freight lanes, of different mode of transportation, and this in itself is an intelligent way for us to understand overall capacities, what the market is doing, what our competitors are doing. You know, it's really a way for us to have a very high level of detail into the business that we are running. And this, by virtue, help us to make a very efficient operation. Marie-Christine, il y a déjà beaucoup de thèmes qui ont été abordés, mais vous avez encore d'autres chantiers sur lesquels vous travaillez, outre ceux qui ont déjà été évoqués dans cette révolution numérique. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que vous suivez le plus en ce moment? Bon, alors je voudrais dire que, comme mes collègues, bien sûr, nous sommes complètement dans une logique de dire que la logistique et le transport est un secteur stratégique pour la France. Et il n'y a pas de grande économie, donc là je m'adresse aux politiciens, sans industrie et sans logisticiens. C'est vraiment très important de le dire parce que quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Allemagne, ils ont gardé leur industrie chez eux en général parce qu'ils avaient des logisticiens très importants. Donc dans ce monde de la logistique et du transport, il y a des investissements. Moi, je ne suis pas du tout dans la logique asset-light companies. I don't know what that means, actually. Parce que vous avez des actifs qui sont peut-être pas que des camions, mais vous avez des actifs sur les systèmes d'information, vous avez des actifs quand vous, entre guillemets, recrutez des personnes de talent. Donc, quelque part, il faut des actifs. Nous, chez Geodis, donc 4% de notre chiffre d'affaires est dépensé sur ce qui est l'informatique. Informatique au sens très large. Parce que, comme le disait Denis Schumer, il est clair que ce que veulent les clients, enfin, je pense que c'est ce que vous avez dit et j'adhère totalement pour en avoir 200 000 qui nous parlent en quotidien. Ils veulent savoir que leur marchandise va être livrée à l'heure, évidemment, mais ils veulent savoir où elle est de façon quasiment automatique et instantanée. Donc, il faut à la fois travailler les flux physiques, donc ça, vous ne pouvez pas faire autrement, mais investir énormément sur tout ce qui est information. Donc, c'est pour ça qu'on dépense 4% de notre chiffre d'affaires en IT Connections. Alors après, on est dans un monde, effectivement, ça a été dit aussi, qui est quand même très fragmenté quand il s'agit du transport, acheminement par route, en quelque sorte, et même, je dirais, le last mile, le dernier kilomètre, il y a encore énormément d'opérateurs, et nous sommes des organisateurs.
Donc pour que cette organisation fonctionne pour nos clients, il faut en effet avoir une logique de contrôle de chaque élément. Donc gestion de la sous-traitance, parce que ce sera toujours un monde de sous-traitance, je pense, même si on augmente continuellement la barrière à l'entrée pour les petits entrants, il y aura toujours quelqu'un, même s'il est autonome, qui voudra investir dans un camion, ou du moins dans des actifs, on va dire, de dernier kilomètre. Et donc, l'organisateur de transport global que nous sommes doit parfaitement organiser cette sous-traitance. À la fois s'assurer que la qualité est là et assurer que tous les mouvements de marchandises sont captés par des systèmes très importants. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est de dire effectivement, il y a énormément d'inefficacité sur la supply chain, c'est clair. La plupart de nos clients... Bel aveu. Oui, la plupart de nos clients vont nous dire on dépense 8% ou 10% de notre chiffre d'affaires en logistique. Alors, ça regroupe beaucoup de choses. Hein. Donc, nous, on a lancé un métier qui s'appelle Supply Chain Optimization, qui d'abord conseille le client. Mais pour cela, il faut que le client soit ouvert au partage de données, qu'on rentre dans une logique de partenariat pour dire mais où commence votre supply chain et où elle se termine. Et souvent, on voit que dans la partie conseil, en fait, on apprend pas mal de choses aux clients qui n'avaient pas réalisé qu'en fait, ce n'était pas 8% qu'ils dépensaient, mais 10%. Et après, vous allez voir si on peut, en consolidant les choses de façon différente, améliorer effectivement à la fois le service, parce que jamais il faut aller vers moins cher pour moins de services, c'est évident, parce que la logistique, c'est la clé de la distribution des produits de nos clients. Mais comment on peut faire pour optimiser tout cela? Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on investit beaucoup, au point où on a démarré ce business maintenant depuis plusieurs années. Dernière chose que je voudrais dire, c'est le e-commerce a quand même bouleversé la distribution des produits. D'une manière générale, ou bien vous avez des plateformes comme Amazon qui sont à la fois clients et concurrents d'ailleurs, parce que ce sont des logisticiens avant tout, mais ils ont quand même besoin de tous les réseaux pour distribuer leurs produits, en particulier sur le 4e trimestre de l'année, entre Thanksgiving et Christmas à peu près. Et là, vous voyez une saturation absolue des réseaux de transport qui doivent s'adapter à cet afflux de marchandises. Bon. Alors, nous, on pense, c'est ce que Malcolm disait, je crois, beaucoup en predictive analysis, c'est-à-dire que faire avec des algorithmes assez pointus, donc on investit énormément là-dessus, on a un énorme volume de données chez nos clients. On sait combien, parfois mieux qu'eux d'ailleurs, combien ils envoient le lundi versus le vendredi, etc. Et en utilisant des algorithmes, on est capable de les aider à mieux prévoir leur volume et donc à mieux adapter les réseaux qui doivent absorber ces à-coups de marchandises. Donc je pense qu'une partie de l'optimisation de la supply chain au sens général va passer par cette predictive analysis. Ce qui m'amène aussi, pour terminer, à la question de la ressource en personne, en être humain, pour attirer ces talents dans le secteur de la logistique. On va y venir dans une seconde. C'est fascinant pour un observateur extérieur de voir les frontières des entreprises qui bougent. Vous montez dans le conseil, je crois, Luc, vous montez même à l'autre bout, vous montez dans l'assemblage. À quel point les frontières de l'entreprise, des entreprises bougent et à quel point ça nécessite de nouvelles façons de travailler, d'échanger et une attitude vis-à-vis de l'information qui est évidemment beaucoup plus ouverte et qui est très compliquée parce que c'est un peu à l'encontre d'une culture de préserver cette information. Damien, est-ce qu'il faut... une réglementation plus accommodante, plus dure, face à tous ces changements induits par le numérique? Très bonne question. Cette question de l'innovation, ce qu'il faut rappeler, c'est que ceux qui la portent, c'est vous, c'est les entreprises, c'est les startups. On a en France la chance d'avoir des startups qui réfléchissent à des solutions innovantes. On a eu, et on a peut-être toujours d'ailleurs, un problème, c'est que
les politiques et la politique ne s'adaptent pas forcément à cette innovation. Et à titre personnel, je trouve que c'est un gros problème. Moi, ma vision des choses, elle est plutôt libérale. Elle est de dire qu'on n'est pas là pour dire qu'une innovation va ou ne va pas marcher et de décider en conséquence de modifier des lois. On est là pour, en quelque sorte, laisser faire et mettre des barrières également. Je prends un exemple tout simple. Sur ma circonscription, j'ai une start-up qui travaille à l'électrification de véhicules thermiques. Ils remplacent les groupes de propulsion thermique par des moteurs et des batteries, moteurs électriques et des batteries. C'est quelque chose qui existe en Allemagne, qui est homologué en Allemagne, donc on peut faire cette démarche en Allemagne et faire recevoir le véhicule à titre isolé en France. Sauf que cette start-up française ne peut pas aujourd'hui homologuer ces véhicules pour qu'ils roulent sur le territoire français. Donc on est en train de freiner des start-up, c'est un véritable problème. Donc ce que moi je porte, c'est tout simplement qu'on suive déjà beaucoup plus l'innovation. À titre personnel, je viens d'être élu président du groupe d'études véhicules terrestres à l'Assemblée nationale et je vais mettre en place une veille technologique en fait, qui va avoir pour but de suivre justement tout ce que peuvent faire les entreprises françaises, les start-up françaises pour qu'on puisse rapidement adapter la réglementation à ces nouvelles innovations. Donc cette adaptation, elle se fait de deux manières. Soit on le fait en modifiant la loi, soit on le fait, et c'est ce que j'espère nous pourrons porter dans la loi d'organisation des mobilités qui arrivera en septembre, par un droit d'expérimentation. Dire voilà, à titre dérogatoire, vous avez une possibilité d'expérimentation, donc ça peut être pour une entreprise comme une collectivité. C'est ce que réclament d'ailleurs de nombreuses collectivités territoriales. J'étais il y a peu avec le président de Grenoble Métropole, Christophe Ferrari, qui lui-même réclamait cette expérimentation. Il a déjà eu l'occasion sur son territoire de mettre en place énormément de choses très innovantes sur la logistique, notamment en termes de massification. Et il souhaite encore continuer et on doit être là pour aider et pour soutenir en réalité cette innovation. Donc voilà ce qu'on doit porter, c'est de dire on laisse la possibilité aux entreprises d'innover et parfois on peut même aller plus loin en soutenant. C'est ce qu'on a fait par exemple sur les carburants alternatifs avec le suramortissement, dont d'ailleurs je suis assez heureux que le dispositif soit maintenu et j'espère qu'il sera maintenu sur le long terme. Alors, je suis un petit peu surpris, Damien, parce que là, vous avez une position très ouverte, aider à l'innovation, encourager l'expérimentation, toutes choses auxquelles je suis personnellement, moi aussi, extrêmement favorable, et évidemment l'ensemble des gens qui sont présents autour de cette table. Et en même temps, quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez beaucoup parlé de réglementation. Oui. Alors, est-ce que j'ai pas bien compris ou... Si, mais l'un n'empêche pas l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est pour une économie qui est florissante. Maintenant, on est pour que ça bénéficie à tous. Et pour ça, ça oblige parfois une réglementation qui est un peu plus dure. La réglementation, elle a pour but de maintenir plus d'équité entre les différents acteurs. C'est le rôle de la réglementation également. Maintenant, on doit permettre... Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, dans le secteur du transport et de la logistique. Dans le secteur et de la logistique, par exemple, au niveau européen, par le paquet mobilité que j'ai défendu, c'est de dire qu'il y ait de nouveaux acteurs. Il n'y a pas de souci, bien au contraire, on est pour l'Europe, on est pour le libre-échange, et je pense que le libre-échange, il profite à tous, y compris aux entreprises françaises, et souvent d'ailleurs en priorité aux entreprises françaises. Maintenant, il faut laisser la même chance à tous de réussir. Aujourd'hui, on a au niveau européen des conditions de travail et des conditions de rémunération qui sont totalement différentes. On doit faire en sorte qu'un véhicule qui circule sur le territoire européen, enfin en tout cas un conducteur qui circule sur le territoire européen soit rémunéré de même manière que dans le pays où il circule. Ça, c'est la directive détachement. Il y a aujourd'hui une volonté de la Commission européenne d'appliquer les règles du détachement au bout de 3 jours pour le transport international. Moi, mon souhait, c'est que ce soit dès le passage de la frontière, à travail égal, salaire égal. Voilà. Alors, je tiens à préciser à l'instance que vous devrez partir un peu plus tôt, pas parce que vous serez fâché, mais parce que vous avez une obligation d'élu auquel il est difficile d'échapper. Luc, vous achetez ce que dit Damien ? Non. Voilà, bah dites-le. Non. On a ouvert l'Europe. On a souhaité ouvrir l'Europe aux pays d'Europe de l'Est, avec l'espoir que le niveau de vie dans ces pays s'améliore. Nous sommes présents partout en Europe. Et ce qui nous perturbe un petit peu, c'est de voir des entreprises construire des usines dans des pays comme la Slovaquie,
qui n'a absolument pas de chômage et qui, pour faire tourner ses usines, fait venir des travailleurs extra-européens. Donc, moi, ce que j'attends de l'Europe, c'est une régulation aux frontières de l'Europe. Il y a eu un extraordinaire reportage, je crois, c'était sur France 2 au moment des présidentielles, sur le thème de la Slovaquie, où on voyait des flux ukrainiens et serbes venir faire fonctionner ces usines-là. Donc moi, ce que j'attends de l'Europe, c'est qu'elle traite ces sujets-là. Et GEFCO en fait partie, hein, puisque GEFCO, prestataire du monde de l'automobile, a aussi besoin de faire tourner ses entrepôts. Donc je pense que l'Europe devrait s'intéresser à ce qui se passe à ses frontières, plutôt qu'à reconstruire des frontières entre les pays européens. Alors je prends un exemple, la CMR, qui est moins polémique que le salaire du chauffeur. La CMR électronique, elle fonctionne en France, on peut signer sur un PDA. En Allemagne, ça ne marche pas. Ça tue beaucoup d'innovation dans nos métiers. Et ça a également un impact pour les transporteurs. Donc, l'Europe doit traiter de ces sujets-là. Elle doit harmoniser les réglementations de manière à permettre une totale libre circulation des marchandises. Que le chauffeur allemand voit sa rémunération baisser quand il va passer la frontière vers la France, moi, me pose problème. Alors vous allez me dire, le chauffeur bulgare, lui, va voir sa rémunération monter lorsqu'il va aller en Allemagne. Nous, on sera incapable de contrôler ça. On peut le faire pour nos propres salariés, mais lorsqu'on achète une prestation de transport en Europe à une entreprise déclarée, on vérifie sa déclaration, on vérifie ses accréditations. Ensuite, pour moi, l'Europe n'a plus de frontières intérieures. Donc, philosophiquement, je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas comme ça qu'on défendra le pavillon français. Le pavillon français, il sera défendu par la valeur ajoutée apportée par le transporteur sur les points de livraison, sur les multi-collectes. Et ça, avec les nouvelles technologies, ça sera de plus en plus quelque chose de géolocalisé. Je crois fondamentalement que dans 10 ans, les grands transits seront faits de manière automatique. Si les chemins de fer s'étaient bougés un peu les fesses, ça marcherait déjà. Et je dois avouer que nous avons, nous, côté GEFCO, trouvé les voies du Seigneur pour faire rouler des trains européens. Et qu'il ne faut pas tomber dans cette bataille d'arrière-garde, ou alors il faut revenir sur nos territoires nationaux et dire au revoir à l'Europe. Mais comme je suis profondément européen, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Damien, droit de réponse très vite. Oui, très rapidement, je comprends tout à fait votre position, Monsieur le Président. Maintenant, néanmoins, je serais tout à fait d'accord avec vous dans un monde idéal où les conditions d'imposition, notamment, où les conditions sociales seraient les mêmes partout en Europe. Et c'est d'ailleurs ce que je prône, c'est qu'on ait une harmonisation européenne de tout ce qui est conditions fiscales et sociales. Maintenant, je souhaite une harmonisation par le haut. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le pavillon français dans le transport international, il est de plus en plus absent, qu'on est de plus en plus attaqué sur également tous nos transports intérieurs, donc sur toutes les opérations de cabotage notamment. Donc il y a besoin de plus de réglementation et c'est comme ça qu'on va défendre l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je vais parler à mes concitoyens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, regardez qui vient piquer le travail des Français. Et ça fait du mal à l'Europe. Et c'est ce qui nourrit aussi un sentiment anti-européen qu'on doit combattre. Donc aujourd'hui, il faut parfois remettre des règles pour pouvoir aussi promouvoir l'Europe. Maintenant, l'Europe sans frontières, j'y suis également favorable. Excusez-moi Luc, on va passer au thème suivant parce que je pense que vous pourriez passer 1h30 à discuter sur ce seul thème qui est évidemment un thème important. Mais je voudrais parler d'un autre thème important que vous avez tous abordé d'une manière ou d'une autre, qui est donc l'humain, la ressource humaine. On voit bien à quel point le numérique pousse à réorganiser ses compétences, à faire de la formation, à faire des choix aussi, à chercher aussi des compétences qu'on n'avait pas auparavant dans des entreprises comme les vôtres. Malcolm, with your human resources, what do you do? What is
most important? Is it young talents or drivers? In fact, it's all talent. You know, as an organization, 95,000 people across the world. Please, Mike. Yep. 95,000 people across the world. People, it's really the core of our business. And investing in our people, it's really in the programs that allow our teams, our colleagues, to really feel that they can enjoy a long-term career working within XPO at whatever type of job they are working in. You know, we have been very successful promoting through different programs, different trainings. 60% now of our team leaders are coming from within our organization. That's a huge step forward than only a few years ago. We're running extensive apprenticeship, management training programs, and this is helping us to keep our best talents. You know, we don't have a right to have the best people in our organization. We have to constantly work very hard to achieve that. And in terms of drivers, you know, it's quite normal in our organization for us to establish routines where our drivers in time can become driver assessors, can become driver trainers. We invest a lot of our energy in eco driver training, making sure that our people are doing the very, very best challenge that they can do on the road. And then also we are already needing to think always about the next generation that is coming along. So we have extensive graduate training programs. Typically, joining XPO as a graduate, you will see that you are working across several different countries, placements that can last between 6 months and 12 months. And it's really providing, in our organization, a very experienced manager at the end of this process. So it's really something we are firmly believing. So, interesting. Denis, vous avez parlé tout à l'heure de la question des chauffeurs, des tensions qui allaient s'exprimer sur les capacités. Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vos mandants vous parlent de ces problématiques, ou est-ce que c'est votre connaissance intime de vos fournisseurs qui vous fait en parler? Non, ce sont les deux, mais nos mandants ont déjà été échaudés l'été dernier. On a constaté sur le marché d'Europe de l'Ouest une pénurie de conducteurs qui, en Allemagne, entre l'Allemagne et l'Italie, a été aggravée par l'incident de Rastatt. Sur le Rastatt, c'est sur le sillon Italie, Allemagne, Scandinavie. C'est environ 100 trains par jour qui, pendant 4 mois, n'ont pas pu passer parce que la voie s'était effondrée à cause d'un tunnel qui passait sous la voie, un tunnel en reconstruction. Et donc, ça a perturbé l'ensemble du marché routier dans cette zone-là, y compris des répercussions sur l'est de la France, bien sûr, le nord de l'Italie, etc. Donc, cette pénurie de conducteurs, ils la craignent beaucoup. En fait, qu'est-ce qu'ils constatent? Que la profession du transport routier, depuis 2007, c'est la dernière année où on a eu une pénurie de conducteurs. On avait des chargeurs qui étaient prêts à payer 30 à 40% de plus le camion spot que le prix moyen de leur contrat annuel. Parce que à l'été 2007, avant la crise financière, tout le monde cherchait des camions et donc des conducteurs. Eh bien, on est à nouveau devant cette situation où l'offre est maintenant l'offre est inférieure à la demande pour 4 raisons. C'est ce qu'on analyse. Première raison, l'attractivité du métier a baissé d'année en année quand les générations, puisque le directeur général des SPO en parlait, les générations ont changé en termes de vision par rapport à ce qu'ils veulent faire. Il y a 20 ans, on trouvait facilement des conducteurs pour découcher, pour aller donc à l'étranger. Il y en a de moins en moins de Français, mais je parlais des autres nationalités. Aujourd'hui, la plupart de jeunes conducteurs, on le sait parce qu'ils nous en parlent quand ils viennent chez nous, ils veulent rentrer chez eux. Une fois sur deux, c'est à eux d'aller chercher les enfants, c'est pas à leur conjoint. C'est une profession qui est encore très peu féminisée, comme vous le savez. Cette génération, on le voit aussi parce que chez nous, qu'est-ce qu'ils réclament? Chez les chargeurs, ils réclament des douches, des sanitaires propres, lavés tous les jours ou toutes les 2 heures, etc. Chose qu'on n'avait pas avec les anciennes générations. Donc il y a tout un changement, un basculement de l'état d'esprit. La deuxième chose, c'est les allers-retours sur le détachement. Ce qu'a décidé l'Europe, ce qu'a décidé la loi Macron, etc. Ce qui va se passer avec le paquet mobilité. Est-ce qu'il va y avoir encore des Polonais qui vont venir faire du transport international et du cabotage, etc. Et la troisième chose, c'est la numérisation, c'est-à-dire est-ce que dans 20 ans, on aura besoin toujours de conducteurs routiers en France?
Je crois beaucoup que sur le dernier kilomètre, oui. Sur la distribution, effectivement, sur la partie longue distance, on va assister à une commoditisation du transport. C'est-à-dire qu'on va trouver des grands opérateurs qui feront comme les lignes maritimes, ils feront de la commodité. Est-ce qu'ils vont arriver, au-delà de ça, à faire du service? Je n'en sais pas. En tout cas, l'évolution de la profession est très incertaine et on a très peur de ce qui va se passer au printemps avec les grèves SNCF si elles se réalisent, parce qu'on est déjà dans une situation de pénurie annoncée. Damien, avant que vous ne partiez, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, sur les questions des ressources humaines? Quels sont les chantiers qui vous paraissent importants? Alors, moi, effectivement, je partage tout à fait l'avis de M. Schumer concernant l'attractivité du métier et l'image. Et j'ai eu, il n'y a pas si longtemps, l'occasion d'aller dans un lycée où j'ai discuté en fait, du métier avec des jeunes. Et à aucun moment, je vous rassure, on m'a parlé des problèmes justement de détachement ou autre. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, je pense pas... C'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est vraiment l'image aujourd'hui du chauffeur. Et plusieurs m'ont dit, notamment, les problèmes de découchage, effectivement, où aujourd'hui, c'est plus forcément dans la volonté des jeunes, des nouvelles générations, de partir longtemps de chez eux, de découcher. C'est plus leur volonté. Et un autre problème qui est, par contre, là, effectivement, la vision purement du métier due aussi aux nouveaux acteurs et notamment les véhicules utilitaires légers qui viennent des pays non établis, on va dire périphériques, et avec des chauffeurs qui sont le week-end sur nos parkings de supermarchés, qui se lavent et qui mangent à l'arrière de leur camion. Ça ne participe pas à la bonne image du métier de transporteur et c'est les choses qu'on doit réglementer. Donc je fais la transition, je suis actuellement en mission gouvernementale sur les véhicules utilitaires légers. Donc c'est une question qu'on est en train justement de traiter. Et il y a aussi une autre notion, c'est que moi je souhaite aussi que ce véhicule utilitaire léger et que ces chauffeurs de véhicules utilitaires légers qui sont en grand nombre et en nombre de plus en plus important se professionnalisent également et éventuellement travailler après sur une passerelle justement vers le métier de chauffeur poids lourd. Je me dis qu'on peut utiliser le véhicule utilitaire léger comme justement un vivier pour le chauffeur poids lourd. Donc on travaille, il y aura des propositions qui vont être faites dans les semaines à venir au gouvernement et on va se battre pour qu'elles soient adoptées. Merci. Merci Damien. Luc, vous avez commencé à nous décrire un avenir où le camion devenait des trains, puisqu'il y avait un conducteur dans le premier camion et ensuite personne dans les camions, j'allais dire les wagons suivants. Comment est-ce que vous allez gérer cette pénurie de chauffeurs? Comment est-ce que vous pouvez rendre la profession plus attractive? Quel est le... Malheureusement, Damien nous a quittés. Je veux juste pointer du doigt la légère contradiction qu'il y a entre dire il n'y a plus de salariés disponibles pour faire du transport et puis il faut réglementer pour éviter les hordes sauvages de salariés qui accepteraient des conditions de travail nettement dégradées par rapport à celles que nous connaissons dans notre pays. Pour moi, il y a une grande contradiction. Jeffco est présent dans tous les pays d'Europe. N'imaginez pas un instant qu'un salarié de Jeffco Roumanie accepterait des conditions de travail dégradées par rapport à un salarié de Jeffco France. Et lorsqu'on achète des camions, on achète les mêmes camions pour les uns et pour les autres. Donc je pense que cette vision-là est réductrice. Alors pour venir à votre question, toute la question va être la question de la réglementation et la question du rythme. On sait que des constructeurs européens commencent à faire des expérimentations dans le domaine du platooning. On peut tout à fait imaginer un réseau commun d'ailleurs à tous les opérateurs de plateformes, d'échange de remorques, permettant de faire circuler des remorques sur les grands axes à moindre coût pour dégager de la capacité et pour aussi résoudre le problème des ressources humaines puisque les chauffeurs veulent être à domicile. Si le last mile, parce que le last mile, ça ne va pas être 3 km, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ça va être 200 km autour de ces grandes plateformes. 200-300 km. C'est-à-dire à peu près au maximum la moitié du rayon d'action d'un camion autonome. Un camion électrique. Bon.
Donc toute la question va être de la réglementation européenne pour permettre ces grands passages frontières, et puis de la manière de réaliser les investissements sur ces plateformes d'échange. La technologie est disponible, je pense qu'à la fois pour ce qui concerne le camion lui-même, mais également tous les besoins d'échange de données pour organiser des rendez-vous, de manière à ce que ces plateformes, qui doivent également avoir des capacités de chargement électrique si les camions deviennent électriques, ne soient pas embolisés par les remorques. Donc il faudra beaucoup de flexibilité, mais ça, des opérateurs comme Geodis, GFCO, XPO sauront l'organiser. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Pour moi, c'est avant 10 ans. Là encore, on voit la formidable recomposition du métier et des frontières ça modifiera totalement nos métiers d'affréteurs, ça modifiera totalement nos métiers internes pour utiliser les capacités de ces réseaux qui vont se constituer. Serons-nous nous-mêmes acteurs de ces réseaux? D'autres acteurs vont-ils faire cet investissement? À nous d'en décider. L'avenir est ouvert. Marie-Christine, vous investissez massivement dans vos salariés. En même temps, comment est-ce qu'on fait pour attirer des gens dans une profession qui n'existera peut-être plus dans moins de 10 ans? Alors déjà, je n'ai pas du tout la vision que notre profession n'existera plus dans 10 ans. Soyons clairs. Je parle de non, mais au sens très large du terme. Hein. Non, mais même conducteur. D'abord, je pense qu'on est dans un monde où tout bouge extraordinairement et pas seulement dans notre secteur. Il faut donc arrêter d'ostraciser le transport. Il est vrai, non mais il y a des outils, des équipements qui vont évoluer avec la digitalisation, avec le camion sans chauffeur. Mais est-ce qu'il y aura vraiment personne à bord? C'est encore une autre question. Donc, je préférerais, encore une fois, rester très prudente là-dessus. À un moment donné, il faut quand même décharger, charger, avoir du service à valeur ajoutée sur celui qui reçoit la marchandise ou sur celui qui l'envoie. Oui, donc, il y aura toujours quelque chose à faire. Ça, c'est quelque chose que... Alors, quand je parle à des gens qui ne travaillent pas dans le domaine du transport et que... Voilà, on dit parmi les professions qui vont disparaître, évidemment, il y a le chauffeur parce que le camion va se conduire toute seule, sauf que le conducteur, il ne fait pas que conduire. Voilà. Et exactement. Donc déjà, il y a cet élément-là. Et puis, il y a quand même une contradiction. On dit qu'aujourd'hui, on manque de chauffeurs et c'est vrai que quelque part, nous, toute notre stratégie, c'est de garder nos chauffeurs salariés. Donc, sur 41 000 personnes chez Geodis, il y a 6 000 chauffeurs salariés parce qu'on pense justement qu'on ne peut pas dépendre de l'affrètement et de la sous-traitance pour assurer, on va dire, la bonne manutention et les volumes de nos clients. Donc, encore une fois, on avance avec le progrès, entre guillemets, mais ça fait partie du monde du business d'une manière générale. Vous avancez avec l'email depuis 20 ans et tout le monde s'est mis à l'email. Voyez, donc on se mettra aux nouvelles normes. Ce n'est pas un problème. Je pense qu'effectivement, si on reprend la logistique, il y a effectivement un problème de ressources. Parce que nous, chez Geodis, on a 25% de personnes qui vont partir à la retraite. Donc ça veut dire que 25% des salariés. À quel horizon 25% 3 ans, 3-4 ans. Alors, on a des plans de succession, mais ça veut dire que quand même, il va falloir remplacer ces personnes-là. Bon, on a une stratégie de promotion interne, c'est ce que Malcolm disait, c'est très clair. On pense que c'est un métier à la fois de compétences et d'expérience, donc l'importance de la promotion interne est très importante. Il faut travailler, et ça je m'adresse à tout le monde ici, sur l'attractivité du secteur. C'est un secteur, si vous voulez, qui est très mal connu. Alors qu'on a tous les métiers dans la logistique. On a des informaticiens, on a des vendeurs, on a des commerciaux, on a des financiers. Et ce secteur a vraiment un potentiel extraordinaire pour de jeunes talents. Donc c'est aux entreprises, évidemment, de faire le travail d'attractivité, mais c'est aux fédérations professionnelles aussi de le faire. Et c'est ce qu'elles font d'ailleurs. Mais attractivité du secteur. Ensuite, formation. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas encore une fois unique à notre secteur, on est en phase de révolution. On voit bien que la façon de travailler est en train de changer complètement. Donc chaque société a la responsabilité, et je pèse mes mots en le disant, d'accompagner la transformation. Et ça se fait comment? Par de la formation, clairement. Donc s'il y a des métiers qui disparaissent ou qui changent terriblement, eh bien il faut en effet accompagner par de la formation. Et c'est ce que fait bien évidemment Geodis.
Promotion interne, donc, travailler sur la mobilité géographique, mobilité au travers des métiers. Parce que quand vous êtes logisticien, nous, on est sur 5 métiers différents. Là, on parle beaucoup de la route, mais il n'y a pas que la route. Il y a la distribution last mile, la gestion d'entrepôts pour compte des tiers, le freight forwarding, etc., etc. Et très honnêtement, la limite, c'est l'imagination. Parce que le client a des besoins d'améliorer la distribution de ses produits au sens très large. Et à nous aussi de trouver les nouveaux services qui vont faire qu'on va satisfaire plus les clients pour leur permettre de mieux vendre leurs produits à leurs propres clients. Donc, moi, je ne suis pas catastrophique dans le discours en disant d'abord les chauffeurs vont disparaître. Je pense que déjà leur travail a beaucoup changé, mais il y aura de toute façon besoin d'une interface de dernier bout avec le client ou le réceptionnaire. Mais en revanche, il faut accompagner. Et ça, c'est très, très important. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez parlé les uns et les autres à beaucoup de reprises de la sous-traitance, des nouveaux liens qu'il faut organiser. Je voudrais maintenant qu'on vienne sur ce thème avec derrière aussi la question de la taille de votre entreprise. Est-ce qu'il vous faudra grandir beaucoup demain? Est-ce qu'il faudra s'organiser différemment? Et je voudrais commencer avec vous, Marie-Christine. L'avenir, c'est des grands conglomérats ou une sous-traitance extrêmement spécialisée? Alors, nous, on fait 8 milliards de chiffre d'affaires, on est présent dans 67 pays et notre stratégie, c'est de suivre nos clients là où ils vont, là ils produisent leurs marchandises et rapatrier la marchandise vers leur marché de distribution. Donc, vous avez une croissance organique. Vers le marché de distribution ou jusqu'au client final? Client final. D'accord. À la fois marché de distribution et client final. Donc, par définition, quand vous avez une stratégie comme ça, bon, vous êtes forcément dans la croissance. C'est pour ça que nous, on a une vision qui est d'être le partenaire de croissance de nos clients. C'est ce qu'on dit, c'est la vision de Geodis, c'est la stratégie. Suivre nos clients là où ils vont et là où ils produisent leurs produits. Bon, il est clair que la taille, quand même, est un facteur de compétitivité parce que comme on achète beaucoup de transport auprès de compagnies maritimes, de compagnies aériennes, plus vous avez de volume, plus vous avez de tarifs préférentiels. Et donc, forcément, plus vous pouvez proposer à des clients un produit compétitif et gagner de l'argent. Parce que, évidemment, le but, c'est quand même ça. Donc, très honnêtement, nous, ce qu'on pense, c'est que Geodis, si notre actionnaire continue à nous soutenir, bien sûr, doit continuer à croître et probablement par de la croissance externe. L'idéal, c'est une taille, on dirait, de 15 milliards, donc 8 milliards, donc doublé de taille, sur des pays clés pour nous et pour nos clients, que sont l'Allemagne, la Hollande, les États-Unis, parce que c'est un pays qui a énormément d'opportunités et où, je dois dire, les marges des logisticiens sont nettement plus élevées qu'en Europe, ce qui ne gâte rien, et la Chine, d'une manière générale, parce que ça reste quand même l'usine du monde et qui aussi a maintenant un marché domestique extrêmement important, 450 millions de Chinois qui veulent avoir accès aux produits des compagnies américaines et européennes. Et donc, la logique là va être de dire comment on livre, comment on logistique, j'invente un nom, les produits de ces compagnies-là pour le marché chinois. Donc, en gros, c'est notre stratégie. Ça veut dire faire partie du top 10 mondial dans 10 ans ou 20 ans? On est déjà dans le top 10 mondial. Au niveau freight forwarding et logistique. Bon, ça dépend comment. Oui, c'est sûr que je ne me compare pas à UPS, c'est sûr, qui a un réseau express worldwide et c'est pas mon sujet aujourd'hui. Si je prends la logistique et le freight forwarding, on est dans le top 10 mondial. Donc l'idée, c'est de gagner, quelques places, à la fois en organique et par croissance externe. Mais il y a aussi des idées très disruptives. Je ne sais pas si le mot existe en français. Allez-y. Type plateforme, qui peuvent aussi transformer énormément la physionomie d'un groupe comme Geodis. Et je dois dire qu'on y travaille. Et là, vous pouvez avoir une croissance extrêmement forte sans racheter d'entreprise. C'est ce qu'évoquait déjà Luc tout à l'heure. Luc, pour vous,
la transformation de votre entreprise sous l'effet des mutations à l'œuvre, de la réorganisation de la concurrence, de la façon dont le numérique change les relations avec les clients, avec toute la chaîne de transport. Quelle est la bonne taille? Comment vous positionnez votre entreprise en termes de stratégie? Et puis quelle organisation avec les sous-traitants? Quelle répartition? Alors, moi, je partage le point de vue de Marie-Christine lorsque elle dit « nous suivons nos clients ». Et l'expansion géographique de GFCO, nous sommes présents dans 58 pays, répond à cette demande-là. Être capable de servir le client là où il demande. Et c'est en lien très direct avec la fonction de conseil dont Marie-Christine parlait. À partir du moment où vous êtes en proximité très étroite, nous on dit infinite proximity, avec votre client, vous êtes responsable d'optimiser sa supply chain. Et vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas capable de le servir partout où il souhaite aller. Donc on a ouvert les routes vers l'Iran récemment, en 2017. Ce qui n'est pas très très facile lorsqu'on connaît le secteur bancaire, parce que finalement, c'est ceux qui ont fauté qui aujourd'hui sont les plus risk adverse. Donc on a été obligé d'ouvrir des comptes dans des banques qui, elles, n'avaient pas fauté dans des pays sous embargo pour pouvoir servir cette destination. Voilà. Sur le plan géographique, la stratégie de GFCO, accompagner les clients là où ils ont besoin de nous. Sur le plan de la taille, j'ai un regard, peut-être parce que nous ne faisons que 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais j'ai un regard un petit peu différent sur la taille. Je ne crois pas que le buying power résulte uniquement de la taille. Pour sûr, ça peut aider, mais lorsqu'on regarde le panorama des freight forwarders, on voit des freight forwarders extrêmement profitables et qui ont une taille qui se compte en centaines de millions d'euros et qui n'atteignent pas le milliard. Je veux dire par là que la profitabilité et l'efficacité, elle est souvent liée à la capacité à bien servir les clients sur des marchés de niche et que la stratégie par la taille n'est pas la seule stratégie valable. Après, chacun sa stratégie. En matière de projection pour GFCO, il est clair que les prochaines actions pourront être des acquisitions très très spécialisées pour être présents rapidement sur un territoire donné, mais ça passera d'abord par un investissement beaucoup plus fort dans le champ de l'innovation. S'il fallait mobiliser quelques centaines de millions d'euros, je préférerais les mobiliser sur des plateformes en soutenant des startups, en prenant le contrôle de startups, avec tout le risque attaché au mot « prendre le contrôle d'eux ». On peut très vite détruire sa propre acquisition. Et je vois beaucoup plus le futur de GFCO dans cette direction-là que dans la croissance externe pour accroître très très significativement la taille de notre entreprise. Et dans le domaine des startups, le champ est extrêmement vaste. Tout le monde s'intéresse à la mobilité, tout le monde s'intéresse à servir les acteurs de la mobilité. Donc la capacité à dépenser son argent est extrêmement large. Aujourd'hui, on est engagé dans cette voie-là. On s'est inscrit dans un accélérateur. On est en train de discuter avec un autre accélérateur qui est situé à Londres pour identifier nos partenaires de prédilection. Et ça peut être un accélérateur de taille extrêmement fort. Si vous êtes partenaire ou propriétaire d'une plateforme qui trouve son marché, ça peut vite être une croissance exponentielle. Et voilà une image que je n'avais pas forcément en tête en arrivant ici, c'est le modèle de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, pendant longtemps, a fait de la recherche en interne. Et puis maintenant, le gros boulot des grandes entreprises pharmaceutiques, c'est d'acheter les bonnes startups avec les bonnes molécules au bon moment, au bon prix. Et donc, ce que vous décrivez avec les startups, ça
Ça rappelle ce modèle-là. Je trouve que peut-être un deuxième point, c'est sur la sous-traitance. Parce que oui. Nous avons besoin d'un écosystème de partenaires fiables. Et lorsqu'on dit Partners Unlimited, qui est notre nouvelle signature, on ne dit rien d'autre que cela. Le partner, ce n'est pas seulement le client, c'est également l'ensemble de ceux qui travaillent avec nous, que ce soit dans le domaine de l'IT ou dans le domaine du transport. Je ne cherche pas à tout opérer par nous-mêmes. Ce que nous cherchons, c'est à toujours avoir sur les territoires où nous sommes présents des capacités d'intervention à travers nos partenaires. Et lorsqu'il y a des mouvements de consolidation, certains ont dû remarquer que dans le domaine du transport d'automobile, il y avait eu quelques mouvements de consolidation récents. Eh bien nous recréons de la capacité. Alors, recréer de la capacité, c'est par exemple réactiver une société possédée par GEFCO et lui acheter quelques dizaines de camions. Et paradoxalement, en France, on arrive à embaucher des conducteurs, puisqu'on vient de réaliser cette opération. Et puis, c'est également mettre le pied à l'étrier à des transporteurs qui nous accompagnent sur toute la logistique dite inbound, d'approvisionnement des usines, et qui souhaitent se diversifier dans le transport d'automobile. À partir du moment où on a un bon partenariat, nous accompagnons ces transporteurs en leur garantissant la charge et en les aidant dans le domaine de la formation, parce que charger des camions porte-voitures, c'est une technologie, enfin c'est d'une grande technicité. Pour arriver à mettre 9-10 voitures sur un camion, le plan de chargement ne se définit pas tout seul. Donc nous créons de la capacité dans notre écosystème plutôt que de le créer en interne. Non pas que nous soyons adverses à l'idée d'être transporteurs, puisque nous le sommes, transporteurs, mais nous pensons que c'est plus efficace d'avoir des petites entités, des transporteurs qui ont 50, 100 camions et qui conversent avec nous et avec nos concurrents également. Donc nous sommes créateurs de capacités sur le marché. Malcolm, Luc spoke about partners in limited. He spoke also about ecosystem. We are living in a strange world where some of your clients are becoming some of your competitors. If you stay here, you will hear one of them at midday. What will be the landscape in this world where your clients are your competitors? It's a very good question, and particularly given the next person who will come up on the stage. So, you know, the landscape is changing, and from XPO vision, market is getting bigger and bigger. You know, organic growth is growing the organization. But, you know, in the end, we work with such a diverse range of customers. I think there is ample room for everybody in this market. And for sure, some of our customers are very specialized in particular areas, but not in others. You know, if I imagine our XPO final mile, last mile type of offer already present across most of Europe, you know, it's a business that really requires critical mass. So difficult to imagine just one single retailer ever perfecting this kind of environment. But who knows? But I think overall, when the economies are so strong across all of the European scape, I think there is plenty of room for everybody, basically. Denis, vous avez entendu plusieurs visions qui sont à la fois cohérentes et en même temps parfois avec des nuances. Comment vous voyez le paysage? Qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace de votre point de vue à vous? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux types de courants. Il y a les courants de surface qui portent vers la croissance que viennent de décrire nos représentants à la table ronde. Croissance très forte dans les différents pays, en voie de développement, en Chine, etc. Et puis il y a les courants de fond qu'on ne voit pas encore, mais qu'on devine. Et nous, on analyse 3 types de courants de fond. Premier courant de fond, c'est la capacité des entreprises à faire à nouveau des chargeurs, des producteurs, des distributeurs de l'insourcing. Pendant des années, ils ont outsourcé leurs entrepôts, leur flux, la gestion de leurs flux logistiques, la supervision de ces flux.
Et depuis, effectivement, alors, le mot d'analyse prédictive a été utilisé pour différentes raisons. L'analyse prédictive qui s'applique avant de s'appliquer à la logistique, elle s'applique aux ventes, elle s'applique à la production, elle s'applique aux achats. Et on sait mieux, avec cette analyse prédictive, l'intelligence artificielle, acheter au bon moment, produire au bon moment, etc. Donc on sait ensuite distribuer au bon moment. Et la capacité aussi à être très agile en termes de mode de distribution. On a vu récemment les grands distributeurs français, Carrefour et autres, décider de changer leur mode de distribution d'entrepôts multicanaux par rapport à des entrepôts liés à des canaux différents, des canaux de distribution différents. Et puis on place là-dedans aussi qu'est-ce qui va se passer au-delà des États-Unis sur la Chine. Bon, il y a la Chine, effectivement, usine du monde. La Chine qui aujourd'hui est très en retard en termes de logistique. Hein. Tous les exportateurs vendent CIF rendus en Chine et après les logisticiens là-bas, parfois filiales des personnes qui sont autour de des groupes qui sont autour de la table s'en emparent. Quand la Chine aura fait sa révolution logistique, et ça va venir, hein, il y a 2 ans, j'avais rencontré l'ex-président de FIATA. FIATA, c'est l'organisation mondiale des freight forwarders, qui me disait, bon, on apprend beaucoup de nos partenaires européens, mais l'ambition, c'est dans 10 ans, on les aura remplacés. Et cette société, c'est une société publique qui possède le 4e armateur mondial, COSCO, qui possède le plus grand freight forwarder chinois, Sinotrans. Qu'est-ce qui se passe derrière la muraille de Chine? On n'en sait rien, mais en tout cas, le jour où ça va sortir, ça sera peut-être extrêmement disrupteur, pour encore un anglicisme. Donc on observe tout ça. Pour l'instant, c'est vrai que dans la chaîne de valeur, la captation de valeur par les grands logisticiens, les grands ordinateurs de transport est très importante parce qu'ils apportent de la valeur et des coûts inférieurs aux coûts internes de nos sociétés. Mais qu'est-ce qui va se passer sur les courants de fonds? À voir. Nous avons ici des dirigeants de grandes entreprises du secteur et c'est normal que ce soit eux qui viennent parler ici. Et dans le secteur, il y a aussi beaucoup d'entreprises de taille nettement moins grande, des PME. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles suivent le rythme de ces changements? Quels sont les leviers qui pourraient permettre de faire que ça progresse, Denis? Dans le milieu des PME, je ne connais pas bien celui des commissionnaires internationaux de 200 millions, etc. On connaît les très gros, on connaît les intégrateurs, les très, très, très gros. On sait le poids qu'Amazon est en train de prendre dans le B2C et ça pose une question à tout le monde, à FedEx, à UPS, à tout le monde. C'est vrai qu'après, on connaît beaucoup la taille des tout petits qui sont chez nous ou des moyens dans le domaine du transport routier. Et beaucoup de nos chargeurs, beaucoup de nos membres nous ont dit, dès l'année dernière, et ça va être encore plus cette année, dans certains cas, on va passer par-dessus la tête des sociétés autour de la table parce qu'ils sous-traitent beaucoup trop. Et derrière, on sait qu'il y a du surbooking sur la sous-traitance. Ils sauront faire le service avec leur flotte, mais les petits et moyens sous-traitants vont être sollicités par 3, 4, 5, parce qu'en général, ils ne travaillent pas avec un seul. Enfin, les tout petits travaillent avec un seul, mais les moyens travaillent avec plusieurs commissionnaires, organisateurs de transport. Ils vont être sollicités et il va y avoir du surbooking quelque part. Et ça, pour l'éviter, on préfère traiter directement un certain nombre de moyens avec les transporteurs de base et passer par-dessus la tête des freight forwarders. Donc c'est une tendance court terme. Est-ce qu'elle va se maintenir? Je ne sais pas. En tout cas, ces petites sociétés, grâce aux applications sur mobile, en termes de tracking, il y a toutes les applications qu'on veut maintenant sur mobile. En termes de plateformes de désintermédiation qui permettent effectivement de passer leurs services directement aux chargeurs, ont les moyens d'être plus efficaces dans cette relation directe donneur d'ordre transporteur. Je voudrais qu'on termine ce tour d'horizon par un dernier thème que vous n'avez pas évoqué, si ce n'est incidemment, et qui est pourtant évidemment tout à fait important aussi, qui est la soutenabilité, le développement durable. Une étude est sortie hier d'une économiste de la santé qui s'appelle Jeannette Curie, qui est une autorité mondiale sur les questions de santé et de bien-être. Elle a sorti une étude sur les effets du péage urbain à Stockholm. C'est une expérience qui commence à dater un peu, donc on peut avoir du recul. Et donc elle montre, avec toute une série de calculs, que la pollution a été réduite, selon les particules qu'on mesure, entre 5 et 20%. Alors vous allez vous dire, bon, très bien, intéressant. Mais sa spécialité, ce n'est pas de mesurer les particules, c'est la santé. Et donc, son étude, elle l'a poursuivie sur la santé, notamment des jeunes enfants.
Et elle montre que, notamment alors, sur l'une des mesures, sur la mesure qu'elle a prise, que les jeunes enfants font beaucoup moins de crises d'asthme depuis que ce péage urbain a été mis en place. Alors, 5 à 20% de particules, ça ne parle pas à beaucoup de monde. Des jeunes enfants qui font moins de crises d'asthme, ça parle à un grand public. Et donc je pense que la question de la congestion urbaine est en train de passer du terrain technique, abstrait, à un terrain qui va devenir beaucoup plus concret, où des mesures vont être demandées, je pense, de manière assez rapide, parce qu'il y a toute une série d'études qui montrent même l'impact de la congestion urbaine. C'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi. Et je voulais que vous nous disiez un petit peu comment vous voyez les possibilités d'avancer là-dessus, à la fois de votre côté à vous, mais aussi en termes d'organisation, puisqu'il faut aborder la question de manière collective. Marie-Christine. On n'en a pas parlé, mais en fait, cette question était sous-jacente à tout, hein, oui. Clairement. Alors, bon, évidemment, chez Geodis, on a une direction de la RSE, hein, qui s'empare de tous ces sujets, mais je dirais qu'à partir du moment où vous êtes logisticien, c'est ce qu'on a dit ici, on est dans l'optimisation des flux. Donc, par définition, quand j'entends il y a des camions qui roulent à vide, c'est certainement pas dans nos sociétés que c'est le cas, parce qu'on serait en faillite depuis longtemps. Donc, l'optimisation de la supply chain permet de faire que des trajets utiles. Ça, c'est très important. Et on continue à aller là-dedans. Nos clients, d'ailleurs, nous demandent l'empreinte carbone de la solution supply chain que nous proposons. Donc, on a un calculateur automatique, d'ailleurs, qui est audité par une société extérieure pour assurer que le calcul est véridique et transparent. Ça, c'est un premier point. En revanche, on parle beaucoup de pollution. Il faut en parler, donc ça va passer par moins de trajets inutiles, c'est ce que je disais, des véhicules propres. Donc je pense que la profession aujourd'hui s'engage de plus en plus, là où c'est possible, à faire des véhicules électriques, mais on a le problème de l'autonomie de ces véhicules, on en a déjà parlé, mais c'est sûr que ça va aller croissant dans l'utilisation de ces véhicules, et on milite pour ça. Souvent d'ailleurs, c'est les constructeurs qui ne peuvent pas suivre, malheureusement, sur la demande. Je préciserai qu'il y a deux autres types de pollution, c'est le bruit et la congestion. C'est vrai que moi, je suis revenue à Paris depuis 5 ans. Je m'étais exilée en province à Lyon. Je dois dire que c'était mieux. C'était mieux. Paris est devenue une ville absolument infernale en termes de congestion, en termes de bruit. Et quand on parle du bien-être des citoyens, c'est cette approche holistique qu'il faut avoir. C'est bien sûr, il y a la pollution, l'asthme, etc. Mais il y a aussi le bruit et la congestion. Et là, clairement, il va falloir aller vers des villes qui réfléchissent à la façon dont le dernier kilomètre est livré. Aujourd'hui, c'est par voie terrestre. On peut imaginer des systèmes où il y a des voies souterraines qui sont utilisées pour livrer la marchandise. Donc là, c'est un petit peu avant-gardiste comme vision, même s'il y a des États déjà qui réfléchissent à ces sujets. Mais ça passera de toute façon par des négociations tripartites entre les villes, les transporteurs et une représentation des citoyens, je pense, qui veulent avoir leur mot à dire sur la façon dont ils vivent dans les villes et se réapproprier la ville. Je pense que c'est une tendance de fond et en particulier très forte chez les jeunes qui, eux, ont envie de passer leur week-end en ville, mais dans un environnement apaisé, on va dire. On ne peut pas dire que ce soit le cas aujourd'hui. Malcolm. I think you leave the very good subject to the end of the debate. You know, for sustainability in XPO, we can think about it in a number of different ways, practical ways. So technology, it helps us to map out the optimum way we will get the goods to the customers. It's road, it's rail, it's the final mile solution. It's even on the river. You see our containers on the river Seine working hand in hand with our big customer, Franprix. In terms of the fleet, we are very practical guys. You know, we have all the most modern equipment, just the same as my colleague, Euro 6 or LNG or electric.
We are using the most suitable equipment. In Spain, where the legislation allows, we are able to use the big mega trucks. You know, it's helping to save emissions by we're just moving more in one movement. And in our warehouses, of course, everything we are doing is trying to upgrade, you know, to make the warehouses the most efficient environments. And then really maybe the last point, which is important to focus on, is the training. You know, we can invest a huge amount of money in technology, in fleet, but, you know, in the end, we have to rely on the human being who is connected to the equipment. Maybe it's 5 years or more away from true autonomous vehicles here in Europe. And I think we will see the kind of solutions that everyone has talked about. But for now, you know, we place in the hands of a driver a very expensive piece of equipment that really generally has a bad reputation for pollution. So now today, the vehicle manufacturers work very hard to make very clean equipment. But in the end, you know, we have to make sure that the driver, he's really fully trained. He's trained in all of the traditional points of defensive drive, etc. But more important now than ever is the eco driver training, you know, making sure that they really perform the work in the vehicle in the most environmentally friendly way. I think that's at the core of our thinking. Luc? Pas grand-chose à ajouter à ce qu'ont dit Marie-Christine et Malcolm. Hein. Notre métier est totalement aligné avec la réduction de l'empreinte carbone. On cherche à limiter les voyages inutiles, on cherche à limiter les voyages à vide ou semi à vide, on cherche à économiser du gasoil. La formation, les nouveaux camions, la formation participe à ça. Enfin, notre job vis-à-vis de nos chargeurs, nos clients, c'est de rechercher la solution logistique optimale. Si le train est optimal, on fait du train. Si la rivière est optimale pour Franprix à Paris, on fait de la rivière. L'enjeu derrière, lorsqu'on considère les grandes agglomérations, c'est là, pour le coup, la réglementation. Tout à l'heure, on a parlé de la réglementation avec une vision défensive et un peu sociale. Je pense que les grandes métropoles devront légiférer sur les conditions d'accès à leur cœur. Type de véhicule, les horaires de livraison et les dispositifs également de livraison à des heures où tout le monde dort. Le jour où on pourra faire ça avec des véhicules électriques et à des heures... Vous savez, pour les pièces de rechange automobile, c'est ce que nous faisons depuis des décennies. Lorsque vous allez chez votre concessionnaire avec votre voiture, s'il commande une pièce avant 16 heures, la pièce arrive chez lui pour le lendemain matin. Et ça, il n'y a pas de miracle. Pour le faire, il faut pouvoir accéder au concessionnaire durant la nuit. Donc les camions GEFCO viennent déposer les pièces dans un local dont nous disposons de la clé du local et nous livrons de nuit. Il y a beaucoup de systèmes de cette nature-là qui existent depuis des décennies dans le monde de l'automobile qui pourraient tout à fait être appropriés pour livrer en cœur de ville. Ça ne réglera pas l'ensemble des problèmes, mais voilà, ça peut soulager substantiellement des villes comme Paris. Mais là, pour le coup, ça suppose que l'autorité organisatrice, la métropole, s'exprime. Ça peut également renchérir la logistique. So what? Si on souhaite avoir un air plus pur et moins de congestion, peut-être faut-il renchérir la logistique du dernier kilomètre. Luc, Denis, vous incarnez ici le client. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important comme progrès que doivent faire les transporteurs, les logisticiens en la matière? D'abord, je vais commencer par le progrès qu'on doit faire nous les clients, les chargeurs.
On a lancé avec l'ADEME il y a 2 ans un programme d'engagement volontaire d'entreprises pour réduire leur empreinte carbone, leurs émissions de CO2, qui s'appelle FRED 21, qui va rebondir cette année de façon démultipliée à l'intérieur d'un programme beaucoup plus ambitieux, puisque la France se doit de réduire de 20% d'ici 2026 ses émissions de transport, notamment de transport de marchandises. Ça représente 30 millions de tonnes actuellement, donc c'est 6 millions de tonnes en 10 ans, 600 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est très loin de ces, malgré les camions au gaz, les véhicules électriques, malgré les efforts des prestataires et des chargeurs, on est très loin de ces chiffres de réduction annuelle. Donc on a participé on a lancé ce programme et on va le redéployer en 2018. Au-delà de ça, dans le centre des villes, pour la partie pollution, congestion, etc., il faut savoir que si on interdit l'accès aujourd'hui aux véhicules qui permettent de massifier, donc par exemple les semi-remorques, on crée beaucoup plus de pollution avec des véhicules légers qui interviennent. Donc accès avec des véhicules au gaz électriques, tracteurs avec des semi-remorques derrière pour tout ce qui peut se massifier, accès avec des véhicules légers, électriques. Pour le reste, je crois que c'est l'avenir. Il faut savoir qu'en termes de véhicules légers, 90% des véhicules légers qui circulent, non pas pour les particuliers, mais pour le commerce, l'activité commerciale, appartiennent au compte propre. C'est-à-dire appartiennent à des clients qui font non seulement de la production de services, mais de la distribution. Ce sont eux qui distribuent les boissons dans les cafés, les draps dans les hôpitaux et dans les hôtels, etc., etc. Et ça, ces gens-là utilisent peu leurs véhicules, donc le remplacer souvent, accéder à des technologies, c'est moins évident que pour les transporteurs pour compte d'autrui qui les utilisent beaucoup plus. Donc il faut prendre en compte dans les conditions d'accès dans les villes la lente évolution des parcs de ce transport pour compte propre. Merci Denis. On voit qu'il y a des choix à faire. On voit qu'on a des mutations absolument extraordinaires qui se passent dans tous les sens, à tous les niveaux de l'activité de vos entreprises. Moi, je retiendrai une formule qui est celle de Marie-Christine. La limite, c'est l'imagination. Et avant de passer à l'échange suivant, je vous demande de remercier nos panélistes.